Salut Lise. Salut Barbara, tu vas bien? Oui, et toi? Oui, très bien, Bon, on va attendre que les gens se connectent petit à petit. Bonjour pas de Émilie. souci. Salut les filles, il n'y a que des filles. C'est bien, c'est parfait. Les plus assidus. Ouais. J'ai vu passer Francis, que je connais, Ah, qui est un alors garçon. salut Donc on a, Francis. voilà, au moins un garçon. C'est bien, c'est bien. Bon, j'espère que la digestion se passe bien pour vous. Moi, je viens juste de finir de manger, donc je vais peut-être un peu au ralenti. On prendra le temps pendant le live, c'est pas très grave. On prendra le temps, il n'y a pas de souci. Alors, pour présenter rapidement, donc moi, je m'appelle Barbara, je suis freelance dans l'événementiel et j'ai créé une box digitale pour entrepreneurs qui s'appelle Smart Me Up Box. Et donc, avec tous les mois, des contenus qui traitent d'une problématique spécifique. Et ce mois-ci, on parle de créativité dans la box. Et j'étais tombée voilà, sur une super idée qu'a développée Lise et je trouvais intéressant qu'elle en parle et qu'elle parle de la créativité au sens plus large et surtout des conseils qu'elle pourrait partager avec vous. Du coup, je te laisse déjà te présenter, Lise, expliquer un petit peu ce que tu fais. Super, merci. Alors, moi, je m'appelle Lise. J'ai commencé à être entrepreneur il y a 6 ans à peu près, donc j'ai fait plusieurs choses. J'ai d'abord été freelance dans la traduction. Ensuite, j'ai monté une agence de sous-titrage en ligne, donc de traduction de films, que j'ai revendue il y a quelques années. Et je me suis rendu compte au travers de ces expériences que j'avais juste envie de redevenir freelance après. Donc freelance, entreprise et je suis ce qu'on appelle un freelance boomerang. Pour moi, la meilleure façon de travailler, en tout cas par rapport à mes envies, c'était le freelancing. Et donc j'ai continué de faire des missions de freelance un peu variées, le temps de trouver ce que je voulais faire. Jusqu'à un moment où en fait j'ai eu envie de créer ma propre école en ligne, mon école de business, et j'ai monté la Minute Freelance. La Minute Freelance, concrètement, c'est une formation en ligne qui aide les indépendants à se lancer, donc à structurer un peu leur idée, à partir à la recherche de leurs premiers clients. Et en même temps, c'est une école qui accompagne les grands groupes dans la compréhension de l'économie freelance. Parce que vous avez peut-être déjà travaillé avec des grands groupes, c'est pas forcément évident pour eux de comprendre qu'est-ce qu'un freelance, quelles sont les choses qui sont incluses dans les tarifs, etc. Et donc, je réalise aussi cet accompagnement-là aujourd'hui. Top. Alors, juste un petit truc sur lequel je voudrais rebondir dans Mhm. l'entrepreneur boomerang. Oui. Qu'est-ce que ça a été la différence pour toi justement entre le freelancing quand tu dis après tu fais une différence entre les deux, c'est parce que tu avais embauché des gens et que tu étais vraiment dans une logique de gestion d'entreprise ou tu étais toute seule et tu fais quand même une différence entre le freelancing et l'entrepreneuriat au sens plus large? Alors pour moi, le freelance est un entrepreneur, mais il y a différents types d'entrepreneuriat. Le modèle agence que j'avais, en fait, c'était un modèle start-up, donc j'avais un associé cofondateur, ce qui est vraiment pas mal parce qu'on, quand on est deux, on peut se reposer sur quelqu'un d'autre et ça apporte beaucoup de positifs. Par contre, une start-up, en effet, on va vite avoir une logique de croissance, de recrutement, d'agrandir entre guillemets son projet, de le rendre de plus en plus ambitieux. Et moi, mon ambition, elle est pas de créer quelque chose de massif. Elle est juste de remplacer mon salaire et plutôt qu'avoir un job quelque part, de me créer mon propre job, de pouvoir voyager de partout, de pas avoir de salariés, de responsabilités. Et c'est en ça que le freelancing, je le vois comme quelque chose d'un petit peu plus libre que les autres formes d'entrepreneuriat. Quand je dis que c'est moins ambitieux, c'est pas que c'est moins difficile, mais c'est juste qu'en fait, on va pas avoir d'attente de la part de partenaires financiers, investisseurs, clients ou salariés. En fait, on a juste son petit périmètre de travail et c'est une charge mentale qui est allégée par rapport aux autres types d'entrepreneuriat. Ah, ça, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, c'est pareil, c'est un entrepreneur, mais moi, je me présente comme freelance et pas comme chef d'entreprise. Parce que même si tu as une entreprise qui est toi-même, je fais aussi le distinguo entre gérer les responsabilités du salariat, d'une équipe, de logique de développement à voilà, travailler juste nous gérer nous, c'est déjà bien. Gérer les clients, C'est déjà etc. beaucoup. C'est déjà pas mal. Ouais. Et alors, pour embrayer sur le sujet du jour, du coup, toi, la créativité, c'est quoi pour toi? Alors, la créativité, en fait, je vois ça comme le fait de laisser aller son esprit et ses idées. Donc vraiment de se laisser aller dans ce qu'on a envie d'explorer intellectuellement et de le poser dans la matière. Donc ça peut être dessiner, écrire, peindre, conceptualiser des idées et juste les structurer. Donc pour moi, la créativité, c'est pas quelque chose qui appartient seulement aux personnes
qui sont par exemple artistes ou des personnes qui sont douées dans un art. Pour moi, tout le monde est créatif par nature puisque tout le monde a des idées et c'est le fait de l'incarner dans quelque chose qu'on peut partager qui fait naître en fait cette création. Donc c'est quelque chose pour moi de très très large mais qui part juste d'une envie d'exprimer ses idées au monde d'une façon qui est peut-être un peu originale ou qui ne ressemble qu'à soi. Oui, ça, on va y venir après, justement. Et toi, alors, on verra après comment toi, tu l'utilises justement pour toi-même et pour te différencier. Mais quand tu t'accompagnes des freelances, justement, tes clients, est-ce que tu mets aussi à leur service ta créativité à toi? Oui, je vais la mettre à leur service dans la partie résolution de problèmes. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la plus forte. Souvent, on pense que la créativité, ça doit être lié à l'artistique. Mais moi, en fait, c'est vraiment le côté comment on répond à des problématiques de façon originale et adaptée. Comment on adapte, en fait, des concepts théoriques ou des choses, des choses liées au business à un cas particulier d'entreprise. Donc, il faut faire preuve de créativité pour s'adapter justement et trouver des solutions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, toi, tu arrives à les. Enfin, du coup, comme toi, tu leur suggères des idées ou des solutions, c'est en ça que tu es créative. Moi, je suis d'accord. Enfin, moi, j'ai souvent eu tendance à me dire que j'étais pas créative justement parce que je voyais plus la créativité comme l'artistique pur. Alors que Oui. non, tu as tout à fait raison. Déjà, avoir des idées et les creuser, ou en tout cas les mener à leur terme ou pas, mais en tout cas en avoir et les creuser, c'est déjà un bon début. Et je pense aussi ouais, qu'on est tous créatifs. C'est ce dont on parle dans la box d'ailleurs, et que parfois il suffit juste de lever juste nos croyances limitantes à nous, ou nos blocages à nous, pour se rendre compte que si, on a des idées et qu'on n'est pas moins bon que d'autres, ou moins créatif Mm. que d'autres, ça c'est sûr. Et alors, toi justement, t'as lancé une super idée dont tu vas nous parler pour prospecter différemment. Et du coup, tu as fait quelque chose de super créatif. Et donc, je vais te laisser le présenter. Puis, si tu peux nous dire comment ça t'est venu, pourquoi cette idée-là, si tu en as eu d'autres aussi, que celle à laquelle je fais référence, bah, n'hésite pas à les partager parce que je trouve ça très intéressant, justement, pour nous tous. Ok, super. Alors, en fait, moi, quand je repars un peu, je remonte un peu en arrière. Avant, j'avais pas vraiment beaucoup d'idées. J'étais pas très créative, entre guillemets, parce que je me mettais beaucoup de barrières. En fait, je pensais que je ne pouvais pas faire des choses. Et depuis que je me laisse un peu porter et que je me dis, ok, je vais juste créer, voir ce que ça donne, j'ai plein d'idées, notamment pour la prospection, plein d'idées de façon créative de prospecter. Dans les idées que j'ai pu avoir dans le passé, par exemple, j'avais fait un clip avec des amis, un clip musical pour relancer des clients. Donc j'avais un ami à la guitare, on était au chant et on essayait de relancer les clients via une vidéo qui était un peu rigolote. Et donc on avait un petit peu plus de taux de réponse. Donc ça, c'est un exemple. Par l'humour, on peut faire beaucoup de choses. Et donc plus récemment, ce que tu as vu, Barbara, c'est en fait j'ai eu l'idée d'un jeu de plateau. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que la caméra est un peu petite, mais en fait j'ai créé mon propre jeu de plateau qui s'appelle Futur du travail, donc Future of Work le jeu. Et donc cette idée de jeu de plateau, c'était simplement pour m'ouvrir des portes auprès des grands groupes. Aujourd'hui, quand on est freelance ou petite entreprise et qu'on veut collaborer avec des grands groupes, il y a plusieurs freins. Le premier, c'est que la plupart des grands groupes vont travailler plutôt avec des agences référencées par les achats. Donc, ils vont avoir voilà, des références, etc. Et la deuxième, c'est qu'il faut avoir une entrée du coup individuelle. Il faut connaître un manager, il faut connaître un interlocuteur qui va, entre guillemets, vendre notre prestation en interne. Parce que c'est très très compliqué sinon de bosser avec des freelances dans ce type de structure. Et donc moi, l'idée du jeu de plateau, c'est simplement de contacter ces interlocuteurs potentiels qui pour moi sont les responsables de formation, puisque ce sont les responsables de formation qui vont par la suite acheter mes ateliers sur le futur du travail et leur proposer de faire une partie, de jouer, de voir si ça leur plaît. Et donc ce jeu de plateau, en fait, contient, j'espère qu'on va pouvoir voir des choses, mais contient pas mal de petites cartes sur les thématiques que j'enseigne un peu plus en profondeur dans mes formations. Donc par exemple, là on voit astuces pour développer la mobilité interne en entreprise. Donc c'est des thématiques en fait que je pourrais enseigner sur le futur du travail et que je vais proposer dans un cadre un peu relax en allant rencontrer les responsables de formation.
Donc cette idée, c'était vraiment, elle reposait sur deux constats. Le premier, comment je fais pour que des personnes qui reçoivent plein d'emails tout le temps aient envie de me rencontrer moi. Et plutôt que de leur demander de leur temps, ce qui fonctionne jamais, je me suis dit qu'est-ce que je peux leur apporter. Et en gros, si je leur envoie un email, il faut que ces personnes-là se disent, ben, si je vois pas Lise, je vais manquer quelque chose. Donc pour Mm. moi, ça passait par vraiment un concept. Les responsables de formation sont démarchés tout le temps. Il y a 60 000 organismes de formation en France. Et les responsables de formation, on les trouve très facilement sur LinkedIn. Donc en gros, c'est des gens qui ont des centaines d'emails tous les mois. Donc première idée, comment je fais pour que ces personnes-là acceptent de m'ouvrir leurs portes et de me rencontrer. Deuxième chose, j'avais aussi envie de me faire plaisir parce que la prospection, quand on en fait beaucoup, c'est un peu relou. C'est clair. Et donc, je me disais, voilà, plutôt que d'aller avec mon PowerPoint, voir des prospects et que tout le monde s'ennuie, j'avais envie de leur montrer, parce qu'une image, on dit une image vaut 1000 mots, j'avais envie de leur montrer, en fait, ce que je pouvais leur apprendre de façon ludique. Et j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Et j'aime beaucoup les jeux de plateau, j'aime le fait qu'on puisse se retrouver autour d'une table, échanger, qu'il y ait moins de pression. J'avais peur de me retrouver devant ces clients grandes entreprises dans un format très tendu. Et donc Mm. pour moi, le jeu, c'était, ben voilà, je me fais plaisir, je leur apporte aussi une partie de ma passion, je leur montre qui je suis et ce que je peux leur apporter sous un format qui nous amuse tous. Ouais, moi, j'ai trouvé ça génial quand je suis tombée dessus parce que bah, déjà, hyper créatif, c'est sûr, hyper différenciant, hyper abouti aussi parce que produire un jeu de plateau, c'est pas Ouais. évident, c'est coûteux, c'est pas évident. Et l'idée, alors toi dans ton idée, parce que je sais pas si tu as déjà commencé à prospecter avec du coup, ou si tu es encore en train de le finaliser pour lancer ça dans les semaines ou mois à venir. L'idée, c'est pas de le revendre aux entreprises, c'est vraiment de toi t'en servir comme outil. Donc déjà, c'est une approche pour prospecter un peu différente parce que tu vas leur proposer du jeu, de la formation, mais à travers du jeu. Mais derrière, c'est toi qui anime aussi derrière ton atelier avec le jeu. Tu ne leur laisses pas derrière à eux. C'est vraiment un support en plus de travail. Oui, alors ce jeu de plateau, il est commercialisable. C'est un atelier en fait de 4 heures. Donc dans l'idée, je cherche à le commercialiser aussi, mais pas aux responsables de formation qui, eux, connaissent déjà les thématiques de travail, mais plutôt à le commercialiser à leurs équipes sur des thématiques identifiées. Donc c'est quelque chose que je pourrais vendre, mais en effet, les clients ne gardent pas le jeu de plateau. Ils achètent la prestation de service, de formation, et moi, c'est mon support de formation. Comme tu le disais, ça coûte assez cher et ça prend beaucoup de temps à développer. Donc, même si je voulais le vendre, entre guillemets, ça serait un jeu qui coûterait au minimum 500-600 € juste pour les supports. Donc ça serait pas rentable au niveau marché. Hmm. Et du coup, quand tu as lancé cette idée, c'est quoi? C'est parti. Est-ce que c'est parti d'abord de ton goût pour le jeu et de te dire, tiens, je peux peut-être exploiter le jeu de plateau pour prospecter différemment, ou c'est parti d'abord juste de l'objectif de se différencier et d'aller chercher après plusieurs idées et d'avoir choisi celle-ci parmi d'autres, par exemple? J'ai du mal à retrouver le début de tout ça. C'était un peu en parallèle en fait. Les deux côtés se sont nourris. D'un côté, moi à la base j'ai un parcours orienté produit. Et ça me manquait beaucoup de rien avoir de palpable. En fait, je fais beaucoup de digital. Toutes mes formations sont en ligne. Avant, mes prestations, c'était 100% en ligne. Et donc, j'avais envie de passer par le processus de création d'un produit physique. Donc, j'avais cette envie aussi de créer. Et je faisais un cours sur le game design parce que quand on fait de la formation, le jeu est un très bon moyen d'apprentissage. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas un jour créer un jeu. Et puis à côté, je voyais que les emails que j'envoyais pour prospecter n'étaient pas toujours ouverts. Alors qu'en changeant, en fait, en mettant rencontrons-nous et jouons ou nouveaux jeux sur le futur du travail, il y a beaucoup plus de taux d'ouverture. Malheureusement, le Covid est arrivé et ça a un peu changé mes projets. C'est sûr. Mais je me suis rendu compte que mes emails n'étaient pas forcément ouverts on va dire à la fréquence que je souhaitais. Et donc c'est là que j'ai connecté un peu tout ensemble en me disant mais pourquoi pas faire un jeu, le vendre comme atelier mais aussi l'utiliser en prospection et pouvoir comme ça m'ouvrir plus de portes. Et en fait toutes les personnes qui ouvrent mes emails aujourd'hui sont curieuses par rapport à ce jeu. Donc ça crée de la créativité, les gens ont envie de me parler. Je ne sais pas si ça va convertir parce que j'ai pas encore essayé de le vendre, mais en tout cas c'est vraiment une super façon de passer la porte.
Ouais, ça t'ouvre plus, tu vois que ça réagit plus. Et tu as déjà décroché du coup des rendez-vous pour jouer ou là c'est en suspens parce que de toute façon là les grands groupes c'est un peu compliqué. Mais est-ce que tu sens que là tu peux au moins transformer en prospect en rendez-vous? Je sens que je peux transformer en rendez-vous, mais en effet, en fait, les bureaux sont pas encore repartis. Il y a beaucoup de collaborateurs en télétravail. Donc, à mon avis, ça sera plutôt septembre-octobre. Ouais. Mais au moins il y a déjà une amorce qui fait que tu as vu que ça avait fait la différence. Oui, oui, C'est oui. déjà bien. C'est déjà bien. Bravo pour celui-ci. Et du coup, alors sans forcément tous faire des jeux de plateau, mais chacun à notre échelle, quels conseils tu pourrais donner justement aux freelances et entrepreneurs qui aimeraient se différencier. Là, moi, le dernier un peu petit buzz que j'ai vu en date, c'était une fille qui a fait un CV en format couverture de l'équipe sur LinkedIn et qui a bien marché, qui a été pas mal relayé. On avait vu à l'époque des couturières qui avaient cousu leur CV, ou enfin voilà, il y a pas mal de formats, mais comment on arrive encore à se différencier, comment on arrive encore à trouver la bonne idée qui n'a pas déjà été faite 200 fois pour Ouais. prospecter efficacement. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. La première, c'est un message super fort. Donc le support, entre guillemets, que ce soit sur du tissu, comme tu parlais de coudre son CV, ou un jeu, etc. En fait, derrière, il y a un message qui est fort. Et donc ce message doit être adapté à l'audience qu'on cible. Le problème chez beaucoup de freelances aujourd'hui, c'est de s'adresser un peu à tout le monde. Et quand on fait ça, le message n'est pas fort. Donc, par exemple, quand tu es freelance dans la rédaction web, si ton message c'est je rédige des articles pour tous les gens qui ont des blogs, c'est beaucoup trop large. Alors que si tu te spécialises dans les startups de logiciels en ligne en mode SaaS, eh bien tout de suite, tu réduis beaucoup plus ton champ de communication et donc tu peux avoir un message fort. Et ensuite, ce message, eh bien, il faut se poser la question pour que mes prospects puissent entendre ce message, qu'est-ce que je peux leur donner comme valeur qui les convaincra de m'accorder 30 minutes au téléphone. Ça, c'est vraiment ce qui est super important. Plutôt que de prospecter en demandant du temps, en demandant êtes-vous disponible pour échanger, personne n'a envie de prendre 30 minutes pour écouter de la pub. Personne n'a envie de prendre 30 minutes pour échanger. Et donc, c'est vraiment la question à se poser, c'est vraiment quel message je peux décliner dans un format créatif et original qui donnera envie à ma cible de m'accorder 30 minutes. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, on en revient toujours à la même chose. C'est vrai qu'on a tendance tous, surtout quand on se lance, à vouloir ratisser large, en disant qu'en ratissant large, on aura forcément des retours. Alors que essayer de se spécialiser ou de trouver une niche, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus pertinent, même si ça fait peur. Moi, ça m'a fait peur au Ouais. début quand je me suis lancée de choisir une niche justement où tu te dis, il va pas y avoir assez de clients, mais en fait, si. Mais il faut quand même ouais, se différencier. Donc, le message, ça, on est d'accord. Enfin, en tout cas, avoir une niche, une cible peut-être un petit peu plus nichée que du grand public tout de suite ou de la masse. Un message fort sur ce qu'on va leur apporter et qui déjà se différencie peut-être un peu des concurrents. Et après, en termes de créativité, est-ce que, par exemple, alors je ne sais plus si c'est une fille qui a fait son CV en format équipe cherchait dans le sport, je ne sais pas, ça aurait pu être pertinent. Est-ce que c'est vraiment indispensable de lier à son secteur d'activité et d'essayer de rester quand même créatif dedans? Ou est-ce que, je ne sais pas, si tu veux travailler dans le sport, tu peux partir sur un CV original mais lié à la mode, par exemple? Mm. Je pense que c'est quand même important d'avoir un fil conducteur dans sa communication. Encore une fois, on est toujours sur cette idée de message, de cohérence. En fait, il faut juste se souvenir que il faut se mettre à la place de la personne en face qui reçoit nos emails ou nos sollicitations. Aujourd'hui, on est ultra sollicité. Il y a du contenu dans tous les sens. On a plein d'emails, plein de spam de tous les types. On est inscrit à beaucoup de newsletters. Donc, il faut se mettre à la place de son client idéal. Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait envie de voir dans notre boîte mail? Et c'est pas forcément. Donc là, on parlait d'un CV type l'équipe pour quelqu'un qui est dans le sport. On n'est pas forcément obligé d'aller pousser aussi loin. Ça peut être aussi simple que de proposer un audit gratuit de 30 minutes sur une problématique qui peut faire souffrir le client, entre guillemets, au quotidien. Donc, c'est vraiment comprendre le problème et y apporter une solution créative. Moi, j'ai utilisé un support jeu de plateau et ça vient après 6 années d'entrepreneuriat. Et au départ, je faisais pas ça parce que je savais pas comment le faire de façon créative.
Mais par contre, il y avait des choses qui fonctionnaient bien, comme offrir du temps en leur disant, voilà, si vous passez 30 minutes avec moi, voilà ce que je vais vous apprendre pendant cet appel, voilà avec quoi vous repartirez, et ensuite on pourra décider de poursuivre ou pas la collaboration ensemble. Hmm. Ouais, ça c'est sûr. Il y a Annie Roll qui dit oui, elle cherche dans le sport principalement, dans le rugby, donc Ah oui. forcément ça colle, c'est cohérent. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil de l'autre chose que je voulais dire, mais ça va me revenir. Et il y avait Euh, juste pour rebondir là-dessus, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai oublié son nom d'entreprise, une graphiste par exemple qui proposait un super concept. Alors c'était pas en prospection, c'était en communication. Elle demandait à des personnes sur les réseaux sociaux de soumettre leur logo et elle en fait elle prend le logo et elle fait un nouveau design plus approprié en fait à l'image de marque, au message à véhiculer. Donc elle se filme en train de refaire un logo et ça a beaucoup de vues, ça fonctionne bien en visibilité. Donc ça, c'est un autre exemple de créativité, en fait, de proposer, non pas en prospection, mais peut-être en contenu, des choses interactives avec son audience, des mini-audits. En formation, on a beaucoup ce qu'on appelle le hot seat coaching. Donc on demande aux personnes de nous envoyer des questions, on sélectionne une question et puis on la traite en live avec toute sa communauté, ça fonctionne bien. Donc il y a vraiment tout un panel d'outils qu'on peut utiliser, mais il faut différencier l'outil vraiment de... L'outil, ça arrive à la fin, quand on a compris ce qu'on voulait faire. Si on se dit dès le départ, bah voilà, je veux créer un jeu et puis je vais lui trouver un usage, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, je suis d'accord. Il faut déjà trouver ton message, ta valeur ajoutée, en tout cas ce que tu vas apporter au client. Et j'ai retrouvé le fil, du coup, c'était ça que je voulais dire. C'est vrai que ça, on l'apprend aussi assez souvent. Enfin, moi, je l'ai appris dès le début dans des conférences ou formations. Faut pas avoir peur non plus de donner un petit peu, comme tu dis, donner du temps, donner des conseils, donner un audit, refaire un petit logo. Enfin, en tout cas, essayer de trouver la problématique qu'on cible, à laquelle on répond et proposer. Et peut-être que oui, la collaboration n'ira pas plus loin, mais tant pis, au moins on aura essayé. Et moi, j'avais assisté à une conférence d'un consultant qui disait c'est comme les marques de lessive. Elles ont toujours marché en donnant des échantillons. Et quand c'est gratuit, bah, on y va tous. Hein. On est tous pareils. Et au moins, c'est une façon de tester. Et c'est comme ça qu'elle marche. Et il y a plein de marques maintenant qui font ça. Et en tant que consultant de conseil, en tout cas, le prestataire de service, ça marche aussi que ce soit livre blanc ou. Après, moi, je pense que, enfin, personnellement, je trouve que c'est un peu mieux de faire un audit un peu plus personnalisé ou, comme tu dis, proposer des calls et au moins donner un vrai conseil à une personne qui la concerne vraiment, plutôt qu'un livre blanc qui marche très bien aussi, mais qui est peut-être un petit peu plus généralisé, même si tu peux l'adresser à une niche. L'un n'empêche pas l'autre, on va dire. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire on se différencie et du coup je te rejoins complètement. Pour ça, il faut vraiment se recentrer sur une niche, sur vraiment la valeur qu'on apporte. Et pareil, moi j'avais suivi une formation où le formateur insistait bien sur le fait que la valeur ajoutée, c'est pas tant lui partait du fait que ton client il va être sur une île de la souffrance, admettons. Tu dois l'emmener sur l'île du plaisir, donc par un moyen qui va être ton conseil, ta méthode, un jeu de plateau, peu importe, une formation. Mais ce que tu dois lui vendre, c'est pas ça en fait. C'est ce que lui va avoir quand il aura atteint l'île du plaisir, justement. C'est le bienfait qu'il va en retirer derrière. À la limite, la méthode, il s'en fiche, quoi. Exactement. Ce qu'il veut, c'est le C'est bénéfice final, quoi. C'est vrai, c'est vraiment la solution. Et chez les freelances, on retrouve souvent cette difficulté à parler de solution. Donc, les freelances vont plutôt présenter toutes leurs compétences, un peu comme un CV. On parlait de CV. Pour moi, le CV n'est pas adapté à un freelance, à moins de vouloir être recruté pour faire des choses prédéfinies. Donc, quand on est freelance et qu'une entreprise cherche un freelance, par exemple, pour faire quelque chose comme une refonte de site web, ça pourrait être nous, ça pourrait être 15 000 autres freelances. Là, les clients vont regarder enfin, vont chercher des compétences clés. Après, quand on a plutôt envie d'être proactif dans sa vente, de structurer ses offres, là, il faut plutôt vendre une transformation, une solution au client. Et c'est vrai que souvent, le travers des freelances, ça va être de lister tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, c'est long comme le bras et c'est confus et on comprend rien. Et comme tu le disais, le client, on peut le faire passer par plein de chemins pour arriver à un résultat. Mais ce qu'il veut comprendre, c'est concrètement, si je paye, qu'est-ce que j'ai à la fin comme résultat. Et parfois, quand on rentre dans le détail, on se tire un peu une balle dans le pied parce que le client va forcément essayer de comprendre pourquoi tel outil et pas un autre, alors qu'en fait, ce qui compte pour lui, c'est la solution. C'est sûr, c'est la finalité.
Moi, quand je me suis lancée en freelance, j'étais dans un tout autre secteur. J'étais sur une niche, pour le coup. Moi, Oui. j'accompagnais des porteurs de projets qui voulaient ouvrir des centres de foot en salle ou de sport en France ou à l'étranger. Et pareil, moi, ce que je leur vendais, c'était pas de leur dire, voilà, je vais vous aider sur la communication, le marketing, etc. Ça, ils s'en fichent. C'est de leur dire, voilà, moi, de par mon expérience de ce business-là, parce que j'y ai travaillé dès son lancement en France, les erreurs, on les a faites avant vous. Donc, moi, je vais vous faire gagner du temps, de l'argent, des compétences là-dessus, et ça vous permet d'ouvrir votre centre plus sereinement. C'est-à-dire que vous n'allez pas, bah, vous ferez des erreurs aussi, on en fait tous, on n'a pas la prétention de tout savoir. Mais en tout cas, toutes les erreurs de base que tout le monde a commis avant et que nous-mêmes on a fait, là, normalement, vous ne les ferez pas. Oui. Et ça a très bien marché comme ça, même si j'en ai eu un peu sceptique, mais ça, c'était autre chose, parce que quand tu es une femme et que tu leur dis que tu vas leur parler de foot, ça les fait un peu rire. J'ai eu des clients que ça a fait un peu rire quand ils m'ont vu arriver, mais à la fin, ils étaient contents, donc c'est Oui. bien. Mais c'est ça, il faut toujours se concentrer sur la finalité et c'est pas évident. Moi-même, des fois, je perds le fil. Hein. Là, j'ai profité du confinement pour retravailler ça aussi sur la partie événementielle parce que, oui, leur dire que tu es autonome, que tu es polyvalent, que tu sais faire ça, c'est bien. Mais Mm. ça, on est 12 000 à dire la même chose et encore heureux. Limite, si on les démarche, qu'on sait le faire. Ce qu'ils veulent, c'est en quoi toi, tu vas faire la différence pour l'après. Ouais. Et c'est pas forcément évident. Mais en fait, on est plutôt conditionné par notre parcours universitaire et nos expériences Mm. traditionnelles à se vendre comme un salarié. Et c'est pas, enfin, c'est pas une mauvaise chose hein, d'être salarié, mais en fait, une entreprise qui recrute un salarié va vraiment se concentrer sur du savoir-faire mais aussi du savoir-être. Donc, on va parler de travail en équipe, de communication aisée et fluide. On va dire qu'on est adaptable, qu'on est autonome. Mais ça, c'est pas des choses qu'on vend à un client en freelance. Un client en freelance, il faut presque pas parler de soi. Il faut parler du problème du client et montrer comment nous, on peut y répondre. Et quand on parle de soi, c'est uniquement parce que c'est pertinent côté solution. Et souvent, les freelances se vendent un peu comme ils se vendraient pour un job salarié en disant, voilà, je suis très proactive, je sais travailler en équipe, j'ai une capacité d'analyse forte, mais le client, entre guillemets, s'en fiche en fait. Il va pas forcément réussir à transposer ces qualités-là sur son projet, alors qu'un salarié, on le recrute sur potentiellement du très long terme. Donc là, on va plutôt chercher des personnes avec des diplômes, avec de l'expérience, des personnes avec des capacités d'évolution en interne, alors que le freelance, on veut tout de suite savoir s'il peut faire le job et puis sur un périmètre délimité de façon ponctuelle. Donc, il faut vraiment sortir de ce mindset, un peu cet état d'esprit de vente comme un salarié, je pense, pour convaincre des clients freelance. Ouais, c'est sûr. Et je pense que justement, d'où l'importance d'aller aussi droit au but sur la solution et la finalité. Et pourquoi c'est pas forcément un risque pour eux de prendre un freelance et pas un salarié, justement. Pourquoi ça peut être Oui, fait en moins de temps. Pourquoi ça peut être plus avantageux pour eux sur certaines missions et sur certains aspects. Et en ça, c'est aussi être créatif, hein, d'arriver à justement choisir enfin, trouver son message fort et ce qu'on va apporter et le présenter de façon à ce que tu sortes du lot et que l'entreprise te dise oui, ok, là c'est telle personne qu'il me faut, quoi. Et oui. c'est créatif sans forcément construire quelque chose de ses mains, on est d'accord. Même si ça colle dans votre prospection et dans votre secteur d'activité, faut pas hésiter à le faire non plus et à se lancer. En plus, on a pas mal d'outils quand même aujourd'hui, ne serait-ce que pour faire un CV un peu différent, si par exemple c'est là-dessus qu'on veut partir, ou un site, ou voilà, il y a quand même des outils aujourd'hui gratuits qui nous permettent de faire des trucs sympas sans être forcément dessinateur, graphiste ou Ouais. voilà. Et c'est super intéressant ton point sur la créativité, enfin ce que tu viens d'exprimer. En fait, ça me fait vraiment penser aux écoles d'art. Souvent, on pense qu'en école d'art, on passe beaucoup de temps à créer, mais en fait, on passe plus de temps à connaître l'histoire de l'art, à comprendre les concepts et à savoir retranscrire une idée dans la matière. Donc, en fait, on va réfléchir longtemps au message, entre guillemets. Mm. Et donc, se spécialiser, savoir comment prospecter de façon créative, communiquer de façon créative aussi, c'est pas quelque chose qui vient d'un seul coup facilement. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est itératif. On y revient, on peaufine son message. Donc pour moi, la créativité, c'est aussi quelque chose. C'est pas quelque chose comme un éclair de génie qui vient et qui se retrouve tout cuit dans nos mains. En fait, ça prend beaucoup de temps et d'aller-retour avec son marché pour savoir ce qu'il va prendre.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est des tests aussi. Et pareil, j'en reviens aussi sur le fait on a de la chance aujourd'hui d'avoir aussi des moyens de tester des campagnes, par exemple, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, de toucher pas mal de monde, plus qu'à l'époque, pour des sommes qui peuvent être franchement maudiques. Aujourd'hui, même en Mm. mettant 50 euros sur des campagnes, on peut avoir déjà des bons résultats. Et on a des outils, même en étant débutant, sans être des pros de la pub et du digital, qui permettent de tester deux pubs différentes, deux visuels différents, deux messages différents pour voir ce qui marche le plus, d'adapter, etc. Il ne faut pas hésiter à le faire. On a cette chance aussi de. C'est plus réservé qu'aux grands groupes qui ont des budgets com de fou. On peut, je pense que toi, tu fais des campagnes sponsorisées. Moi, j'en ai fait aussi, j'en fais, qui ont eu des bons résultats, d'autres moins, mais sans perdre trop d'argent non plus et en tout cas en rentabilisant assez rapidement, quoi. Ouais. Enfin, tout dépend après combien vous vendez vos services, mais logiquement, même en décrochant un client, vous pouvez rentabiliser la campagne tranquille. Mais bon. Mm. Et ça, c'est une question aussi. Les prix, tu le disais un peu plus tôt, tout ce temps qu'on passe, c'est Seth Godin qui parlait du marketing, qui disait que le marketing doit être généreux. En fait, il faut beaucoup donner. Il faut beaucoup donner, donner de son temps, faire des appels découvertes, créer du contenu. Et donc ça, ce coût, il faut l'intégrer dans ses coûts de freelance. Et quand on voit des freelances à 150 euros jour, 150 euros jour, on ne peut pas être créatif en fait, parce qu'on va passer son temps le nez dans le guidon. Bien Pour sûr. pouvoir vivre, on va travailler 20 jours par mois, donc on va toujours avoir des clients à 150 euros, ça vient facilement, mais on n'aura pas de zone de liberté pour Mmh. créer, parce qu'on sera tout le temps dans le pratico-pratique. Et la créativité, donc ça s'inclut dans ces tarifs. Et il faut aussi se laisser du temps pour procrastiner, pour flâner, pour lire des choses, pour se nourrir aussi de, de choses non professionnelles. Sinon, à mon avis, on stagne vite. Bien sûr, et ça c'est sûr. Il faut se prendre du temps, ne serait-ce que se balader dans la nature. Il y a Virginie qui en parle, qui dit c'est de réveiller de se réveiller la créativité en éveillant son côté enfant. Et là justement dans la box, là j'ai résumé ce mois-ci l'ouvrage de Julia Cameron, Libérez votre créativité, qui est un peu la bible des créatifs, qui est passionnant, qui donne 12 semaines d'exercice. Donc on a lancé un challenge là le 8 juin avec une vingtaine de personnes là sur Smub, donc on est à fond. Enfin, je ne sais pas combien il en reste encore, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont à fond. Et c'est tout à fait ça. Et un des exercices que vous pouvez prendre, que vous pouvez faire, c'est d'avoir toutes les semaines un rendez-vous avec son artiste intérieur, justement. Alors, sans forcément se dire on va peindre une toile ou on va dessiner, mais un moment que à soi, pour soi, qu'on n'annule pas pour les autres, on le planifie à l'avance. Et ça peut être de vouloir fabriquer quelque chose en do it yourself, simplement de lire, de regarder un film, de se balader dans la nature, de prendre un temps. Et souvent, les idées créatives, elles n'arrivent pas forcément quand on cherche à les avoir. Moi, par exemple, j'ai eu plein d'idées en courant, en faisant mon sport, parce que je déconnecte du reste, ou en promenant mon chien à minuit, Mm. où je me suis dit, mais pour tel client, mais ça c'est véridique, pour tel client, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et voilà, et ça vient pas forcément. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, me concernant, si je me mets devant une feuille en me disant, allez, là, il faut que j'ai les idées pour ça vient pas forcément. Donc je suis tout à fait d'accord, Virginie, et c'est clair que ouais, faut retrouver un peu notre enfant intérieur pour plein d'autres choses aussi, hein, pas que pour la créativité. Et oui, il y a Virginie là qui dit le challenge et là pour ça, elle le fait. Donc, on a fait une semaine là, on est qu'au tout début, mais voilà, c'est un petit groupe test sur ce challenge. S'il plaît, on en relancera derrière, mais c'est top. Donc ouais, merci Virginie pour ce petit rappel. C'est sûr que faut pas se perdre, c'est hyper important de se retrouver tout le temps. Et je pense qu'en tant que freelance, c'est hyper important, ne serait-ce que pour retrouver notre message, justement, retrouver notre vraie valeur ajoutée. Moi, l'erreur que je fais, que je pense comme énormément de freelance, c'est que quand je suis justement en phase de production, donc je suis sur des projets, je suis la tête dans le guidon, je prospecte pas. Il y a des fois Mm. où j'ai vraiment pas le temps, mais on peut toujours prendre une demi-heure dans la journée ou une heure pour faire de la prospection et jamais arrêter. Et moi, je fais encore cette erreur hein, après 5 ans de freelancing. Donc, et c'est hyper important. Et de se recentrer aussi sur la prospection, de jamais rien lâcher et de ne pas perdre de vue son message. Pas perdre de vue aussi, on en a parlé, des fois avoir l'impression de ne plus être créatif, de ne plus trouver d'idées pour ses clients ou pour soi. C'est peut-être aussi qu'on a pris des missions qui ne nous correspondaient plus. Moi, ça m'est arrivé là sur un gros projet événementiel où je me sentais de moins en moins et créative et motivée parce que je ne m'estimais pas libre dans ce que j'avais à faire. Donc j'ai décidé la semaine dernière d'arrêter la mission en risquant de perdre quand même un assez gros contrat.
Sauf que ça devait se sentir comme quoi quand on n'est plus trop soi-même, ça se sent, puisque ma cliente m'appelait pour me proposer autre chose, justement, de transformer la mission, parce qu'elle avait ressenti que ça n'allait plus. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est très bien. C'est Mais super, ouais. faut se retrouver, faut pas s'oublier. Et quand peut-être si vous avez l'impression de ne plus avoir d'idées ou de plus être créatif, peut-être essayer de reprendre un temps pour vous et de vous reposer les questions de votre moi profond, quoi. Pourquoi vous vous êtes lancé en freelance ou pourquoi vous avez créé votre entreprise. Qu'est-ce qui vous a vraiment animé pour faire ça, pour le faire? Et est-ce que vous avez encore ça aujourd'hui? Est-ce que vos valeurs sont encore là, quoi? Moi, je sais que la valeur de liberté, c'est hyper important. Et dès que je la sens plus dans une mission, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien qui sort de toute façon. Donc, Ouais. je sais pas La si toi, tu question es de d'accord l'alignement. là-dessus. Ouais. Ah oui, mais totalement, la question de l'alignement, pour moi, elle est essentielle pour la créativité. Euh, En fait, à partir du moment où on va procrastiner, avoir du mal à créer pour ses clients, qu'on va traîner des pieds pour se mettre au travail, c'est un signe. Alors, ça peut être un signe de plein de choses, hein. On peut aussi être très fatigué, être en phase de burn-out ou fatigue adrénale forte. Mais si on est en bonne santé, en pleine forme et que le moral va, et qu'on n'a pas envie de se motiver, c'est peut-être qu'en fait la mission n'est pas alignée, qu'on n'a vraiment pas envie de faire ça. Et je te rejoins Barbara là-dessus. Moi, ce qui est marrant, c'est que chaque fois que j'ai commencé à saturer d'une mission et que je savais plus ce que je faisais là, il y avait soit une modification, soit une annulation de la part du client. Ouais, tu vois. Donc c'était un peu cadeau. En fait, je n'osais pas m'extraire de la relation de travail et Ouais. finalement c'est le client qui coupait net. C'est assez fou, hein, comment elle en Ouais. parle, Julia Cameron, dans son livre. À partir du moment où tu te reconnectes vraiment à toi, il y a des synchronies qui s'opèrent de toute façon sans que tu les contrôles. Il y en a qui ont appelé ça des hasards, des coïncidences. Mais peut-être qu'on les crée aussi un peu voilà, en s'ouvrant. Puis je pense quand on est entier, en tout cas qu'on est vrai, on trompe personne non plus. Donc si ça va pas et qu'on Oui. fait moins le boulot, là, bon, en l'occurrence, cette cliente-là, qui est plus ou moins une amie aussi, je peux pas, elle me connaît, donc je peux pas lui mentir non plus et je voulais plus lui mentir non plus. Mais moi, je m'attendais vraiment à perdre un contrat, hein, en me disant tant pis, j'aurai du temps au moins pour prospecter quelque chose qui me rejoint plus et a priori, ça peut se transformer en autre chose. Donc c'est très bien. Donc oser dire aussi ou oser arrêter, c'est important parce que Mhm. on peut pas. Il y a Virginie qui nous dit que c'est l'ennui qui lui a permis d'oser se lancer. Merci l'ennui. Ah ouais, ça c'est sûr. Oui, c'est souvent le premier facteur quand on se lance, c'est de plus avoir envie de, d'être dans un job qui ne nous ressemble pas, où on s'ennuie, où il n'y a pas de sens en fait. C'est Ah vraiment bah moi cette c'est quête du ça. sens. Ah ouais, moi c'était ça, hein. C'est ennui et plus de motivation, quoi. Du coup, plus envie d'aller Mm. au boulot. Mais je pense envie d'être à mon compte aussi depuis un moment. Il y a quand même la valeur de liberté qui a toujours été très forte. Donc, il y a un moment où il faut la prendre. Bon, bah super, merci pour tout ça, Lise. Du coup, Je t'en prie. on peut vous faire faire une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions ou si vous voulez partager, voilà, vous aussi des conseils, des choses que vous appliquez qui peuvent servir aux autres. N'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Ou alors tout est clair. Moi, je vais peut-être te poser une question. Vas-y. Parce que je suis curieuse. Tout à l'heure, tu parlais de ton activité d'accompagnement pour les entrepreneurs qui créent des salles de foot à l'intérieur, en salle. Mmh. Ouais. C'est super intéressant parce que finalement, il y a une difficulté à trouver des clients dans ce secteur. Tu dois identifier des personnes qui sont en phase de lancement Mmh. et en phase de lancement sur une thématique particulière. Donc, c'était quoi les mécanismes pour toi pour trouver des clients à l'époque? Alors là où j'ai eu de la chance, c'est que, en fait, moi j'ai bossé là-dedans, hein, pendant 5 ans. J'ai bossé dans le foot en salle pendant 5 ans pour un groupe qui s'appelle le Five, qui est aujourd'hui un des leaders et qui a démarré en 2008, au moment où le marché a vraiment explosé en France. Et donc j'ai quitté mon job salarié en 2014 et j'ai eu via ça l'opportunité d'aller accompagner un Français qui ouvrait un centre à Los Angeles. Super. Donc j'y suis allée. Voilà, moi je voulais partir en plus, donc c'était parfait. Je suis partie avant que son centre ouvre là-bas parce que là-bas c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Désolée, j'ai mon chien qui. Et bref, du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire justement là-dessus. Alors là, c'était très très niché, hein. Pour le coup, en France, on était en 2015, donc en France, le marché il était déjà quasi saturé par 4 gros réseaux et quelques indépendants. Mais en Belgique, aux États-Unis, au Canada, il y avait encore des possibilités. Et
pour le coup, là-dessus, j'ai été futée. Je me suis un peu maquée avec les 2 plus gros fabricants de terrain dans le monde. Puis il y en avait un que j'avais connu à Los Angeles, l'autre que je connaissais de la France, en leur disant, voilà, généralement, quand tu veux ouvrir un centre de foot en salle, la première question que tu te poses, c'est les terrains. Combien ça va me coûter? Où est-ce que je Ouais. trouve mon gazon, etc. Donc, eux, ils étaient au courant de tous les projets qui arrivaient. Ils n'avaient pas forcément les ressources en interne pour faire de l'accompagnement. Et du coup, bah, j'en avais un qui, lui, m'envoyait tous les contacts. Donc là, c'était royal, soit d'ouverture imminente, soit de projet. Et l'autre, avec qui on a plus mis en place une collaboration parce qu'eux voulaient lancer de l'accompagnement plus poussé. Et où, pareil, on a mené des projets. Après, c'est des projets très longs, c'est très compliqué. Comme j'ai dit, le marché était déjà pas mal saturé. Dans les pays type Canada, États-Unis, c'est des projets qui prennent un temps fou parce qu'il faut les financements, il faut l'emplacement. Ça nécessite quand même beaucoup de place. Et du coup, bah, j'ai fait une bonne année et demie comme ça quand même avec cette activité-là, mais je me suis rendu compte que d'une, c'était trop compliqué, c'était pas un marché qui tournait assez pour générer voilà, les revenus dont moi j'avais besoin. Et puis j'ai voulu retourner aussi un peu, j'ai été sollicitée par mon réseau pour revenir un peu sur des prestations communication événementielle. Et donc au bout d'un moment, je suis repartie là-dedans. Mais pour me lancer, en tout cas stratégiquement, vu que ma dernière grosse expérience était là-dedans, c'était un peu naturel, quoi. Mais c'était pas évident d'aller chercher des clients et de faire le tri justement bah, entre les doux rêveurs, comme je les appelais, qui se disent c'est un truc qui marche, nous on joue au foot, on voit, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, etc. Mais qui ne se rendent pas compte de tout ce que ça coûte derrière, de tout ce que ça implique, et qui ne se rendent pas compte que même s'ils ont de l'argent à investir, ils ne sont pas forcément en mesure de gérer un commerce. Il y a ça aussi. Donc il y a plein de choses. Enfin, toi, tu dois le voir aussi quand tu accompagnes des entrepreneurs et des freelances. Mhm. Il faut aussi savoir bah, être réaliste et pas. Moi, j'avais plein de gens qui m'écrivaient, je voulais pas leur vendre du conseil pour leur vendre du conseil en me disant je prends un billet et c'est très bien qu'il va droit dans le mur. Si ça allait de base droit dans le mur, je préférais leur dire. Parce que Ouais. beaucoup pour qui c'était le cas quand même. Donc, Ouais, voilà. c'est super important de faire un audit. Mais bravo, je trouve ça très créatif. On parle de la créativité et le fait que tu aies pu te poser la question, en fait, c'est ça. En fait, tu avais une cible et un message très fort. Et le fait que tu puisses te poser la question, où est-ce que mon client idéal passe du temps, où est-ce il est présent et que tu crées ces partenariats, je trouve que c'est ultra créatif aussi. Et bravo parce que tu avais vraiment une contrainte. Comme tu dis, tu avais la contrainte des personnes qui doivent être prêtes à investir et donc Mm. suffisamment avancées niveau projet, plus donc dans ce secteur de niche, plus au stade de démarrage. Ouais, c'est ça. C'est ça, et sans se douter une seule seconde de tout ce que ça engendre derrière, quoi. Hmm. Et, et voilà, mais c'était hyper intéressant pour le coup, hein. C'était hyper intéressant, hyper formateur. Et voilà, j'ai adoré faire ça. Mais bon, je me suis lassée, peut-être que je me lasse un peu vite Oui. aussi. Mais je C'est pense pas. que c'est un trait chez beaucoup de freelance et à mon avis, la créativité, c'est aussi ce qui nous définit en freelance. Parce qu'en général, bon, il y a des freelances qui gagnent beaucoup mieux leur vie en étant freelance qu'en étant salarié, mais en général, c'est à peu près équivalent et c'est quand même beaucoup de stress. Mais c'est qu'on a besoin de cette créativité Mm. et c'est quand même assez fréquent de voir des freelances qui changent un peu de secteur, qui font le tour au bout d'une ou deux années, enfin voilà, un an, 2 ans, on fait le tour, on a envie d'autre chose. Donc c'est bien aussi d'honorer ça et d'avoir su rebondir et peut-être que tu auras plein d'autres boîtes encore. La vie Peut-être. entrepreneuriale est longue. Oui, peut-être, que ça me fait pas peur. Je pense qu'on est une génération aussi qui a moins peur de changer. C'est ce qu'elle dit à Liron, les créatifs se lassent vite. Ouais. Bon, bah c'est bon alors, on est créatifs. C'est toujours du renouveau, mais c'est vrai. Et je pense beaucoup plus. Alors moi, sans faire la vieille, mais en tout cas, à mon époque, quand j'étais étudiante, il y a déjà de nombreuses années, il y avait très peu de gens qui avaient déjà monté leur boîte. Là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont 20, 22 ans, 25 ans, qui ont déjà monté 2 boîtes, 3 boîtes. Ça a marché, ça n'a pas marché, tant pis. Les slashers, comme on les appelle. Et je trouve ça génial aussi. Et ça, c'est hyper créatif. Et je trouve qu'on est, en tout cas, là, dans les générations, beaucoup plus créatifs aussi là-dessus. Et même des salariés on valorise vachement l'intrapreneuriat aussi maintenant. Il y a plein de boîtes qui soutiennent leurs salariés à entreprendre ou qui mènent des projets de façon un peu voilà, entrepreneuriale. Donc ouais, c'est vraiment top. Et ça fait peut-être une émulsion collective aussi de voir qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de freelance et que voilà, on se soutient les uns les autres aussi, quoi. Et du coup, autre chose importante à laquelle ça me fait penser, c'est n'hésitez pas, on a tous aussi des réticences des fois à parler de nos projets, toujours la peur de se faire voler son idée, son projet, son concept.
n'hésitez pas à en parler. Alors oui, ça peut arriver, mais franchement, moi pour l'instant, C'est je l'ai rare. pas vu autour de moi, c'est très rare. Et par contre, ça peut Ouais. vous donner des conseils. Les gens, ils vont vous dire, ah mais ça c'est génial, mais est-ce que tu devrais pas faire ça? Et voilà, et ça permet de rebondir aussi et de s'inspirer aussi de la créativité des autres. Mm. C'est fou cette peur qu'on a de partager son idée, Mm, parce qu'en en fait, il faut tellement de travail pour transformer une idée en projet qu'entre guillemets, l'idée, elle vaut pas grand-chose. Et la deuxième chose, c'est que si la seule barrière pour protéger son business, c'est de ne pas parler de son idée, c'est peut-être que le business n'a pas une proposition de valeur assez forte. mm. Parce que si c'est juste une idée qu'on peut copier, il n'y aura pas de barrière à l'entrée. Tôt ou tard, on va ouvrir les portes, on va faire savoir ce qu'on fait. Et donc il y a vraiment ce double côté. L'idée ne vaut rien sans l'exécution. Et si mon business, c'est juste une idée, eh bien, en fait, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de propositions de valeur aujourd'hui. Bah, bien sûr. Et puis surtout, si ça reste une idée, bah, c'est bien d'avoir des idées et de les garder, mais c'est un peu dommage parce qu'il y en a de Mm. très belles idées qui peuvent émerger. Donc ouais. Il y a Fatimata de l'atelier de Bogel qui dit je suis d'accord sur le partage d'idées. Bah ouais, on fait un live la semaine prochaine avec l'atelier de Bogel justement. Ah, Euh, super. et ouais, non, franchement, ouais, c'est top. C'est top. Alors, je repose la question s'il y en a qui ont des questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Parce qu'on peut faire que 1 heure max. J'ai pas envie que ça vous raccroche au nez à tous. Donc, si vous avez des questions ou des choses à nous dire, c'est le moment. Sinon, c'est Je qu'on est regarde dans les super. commentaires. Il y a Francis qui faisait Francis disait un peu plus tôt, je pense qu'un mot-clé pour commencer sa réflexion sur la créativité dans la prospection, c'est d'apporter quelque chose de ludique dans l'approche. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Comme tu dis, Ouais. ouais, gamifying the game, ouais. C'est sûr. Mais C'est sûr. personne n'a envie de s'ennuyer, c'est quelque chose. Après, il y a des industries plus sérieuses que d'autres et on ne doit pas forcément être trop. Il y a un ton aussi à avoir. Il y a des industries, je pense, où le fait d'être trop fun et trop ludique, ça peut être Bien mal sûr. interprété au départ. Bien sûr. Mais globalement, on n'a pas envie de s'ennuyer. Le travail, on a de plus en plus envie que ce soit plaisant. Donc, quand on apporte un petit moment, on va dire, de bonheur dans la journée de quelqu'un, même au niveau Mm. pro, ça nous ouvre plus de portes. Bien sûr. Et comme tu dis, même sur des secteurs peut-être un petit peu plus froids ou en tout cas que tu vas pas aborder ouais, en mode, en mode jeu de mots, blague, il y a toujours moyen de faire un petit peu différent et un peu ludique, je trouve. Et même si c'est des secteurs un peu plus fermés d'apparence, ça reste des humains, quoi. Donc eux aussi, ils ont besoin de se détendre et certainement, ils ont de l'humour aussi, j'espère. Je pense qu'il y a toujours un petit truc à trouver, mais c'est vrai que le mot-clé ouais, ludique, c'est très bien aussi, très intéressant. Mm. Bon, bah super, je crois que Il n'y a pas de vous n'avez pas questions. de questions. Soit c'est qu'on a été très clair, soit c'est qu'on vous a perdu. Il faut On a surprendre, encore, hein, ça, c'est sûr. on a encore du monde en live, donc je pense que ça va. On Ça n'a pas va. perdu tout le monde. Et oui, allez, Roll dit, il faut surprendre. Bah ouais. Ouais. Et après, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre la pression tout de suite de se dire oh là là, il faut que je trouve l'idée de génie qui fait que je vais me démarquer. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est toi, l'idée du jeu, elle t'est pas venue. Ça y est, tu te lances sur le marché et tu as eu cette idée-là tout de suite. C'est à force de Ouais. connaître aussi ta cible, ton client idéal, ton persona, tes clients à force, que tu vas vraiment savoir comment les toucher voilà, de façon pertinente et différenciante. Donc, vous ne mettez pas de pression non plus en vous disant que vous avez un site vitrine classique ou un CV classique. Moi aussi, je cherche encore des idées. Donc, c'est pas, faut creuser et il faut trouver la bonne idée quand on a le bon message de toute façon. Ça sert à rien de se lancer dans quelque chose de créatif. La forme, c'est bien, mais si le fond derrière ne suit pas, à mon Ouais. sens, ça n'a pas trop d'intérêt non plus, quoi. Ça va Mm. interpeller sur le coup, mais il faut quand même, comme toi, dans le cas de ton jeu, c'est pas juste un jeu pour faire quelque chose de fun, c'est qu'il y a un vrai atelier derrière et un vrai travail de fond derrière aussi. Mm. Bon, bah super. Bah, Bon. écoutez, est-ce que tu as un mot de la fin, Lise, pour les freelances Alors, encore là. mon mot de la fin par rapport à la créativité et à l'entrepreneuriat, ça serait de s'amuser, de se poser la question, est-ce que je m'amuse dans mon travail? Est-ce que je prends plaisir à me lever le matin et à travailler sur mon projet? Tout n'est pas forcément 100% fun tout le temps, mais on doit au moins être content de sa journée et avoir envie de se mettre au travail. Sinon, c'est peut-être qu'on n'a pas encore assez de créativité dans son quotidien
voilà, qu'on n'a pas intégré cette dimension liée au fait que le travail puisse être un plaisir. Donc, le mot de la fin, ça serait faites-vous plaisir au travail parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à se lancer à son compte. Ça, c'est sûr. Ça, je rejoins Mm. à 100%. Et moi, j'ajouterais comme autre mot de la fin, oser. Oser aussi, Mm. soit lancer votre projet ou creuser au moins une idée si c'est pas fait ou si vous osez pas tout de suite là vous lancer. Et oser être créatif, oser essayer des choses. On a plein d'outils aujourd'hui pour le faire gratuitement ou pour très peu, pour quelques dizaines d'euros. Donc, oser simplement, voilà, être vous et vous faire plaisir, comme tu l'as dit. Super. Et ben, merci à tous, à ceux qui ont suivi. Merci pour vos commentaires, vos retours. Merci Lise d'avoir accepté ce live et d'avoir partagé tes conseils. Et de toute façon, je remettrai le live en replay, en story, et vous le retrouverez après sur YouTube. Enfin bref, on vous dira où il est. Il sera là. Merci beaucoup, Barbara, de Merci. m'avoir invitée. Bah, C'était merci à chouette. toi. Ouais. Et puis merci à tous ceux qui ont mis des petits commentaires. C'est intéressant aussi de lire les quelques retours sur la créativité. Je pense que ça fait bien évoluer le débat en fait qu'on avait. Donc merci beaucoup. Tout à fait. Merci à tout le monde et puis bah, très bonne journée à tous du coup. Allez-y, osez. Salut Lise, très bonne Salut, à journée. bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.